Bonjour à vous les petits crapauds de YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo pour cette plateforme, je suis hyper contente de vous retrouver, je suis hyper contente de retrouver la fibre et le temps de faire du contenu pour YouTube. Du coup, je compte vraiment beaucoup sur vous pour faire de ce retour quelque chose d'agréable et qu'on puisse continuer ou commencer une nouvelle saison de vidéos ensemble. Alors bien entendu, je dis pas que je vais faire des vidéos toutes les semaines, ça va être vraiment au compte-gouttes et en fonction de mon envie, de mon temps, de ma motivation. J'avais extrêmement envie de continuer à vous proposer du contenu gratuit sur la plateforme puisque j'adore le format YouTube et j'ai cru comprendre que vous aussi puisque vous avez été beaucoup à me le demander, à me demander du contenu gratuit. Donc je tiens à rappeler quand même que créateur de contenu, c'est un job à temps plein, même si j'ai de l'aide sur le montage et sur d'autres points. Mais globalement, je fais beaucoup toute seule, tout ce qui est création vidéo, etc. Je compte vraiment beaucoup sur vous pour partager, pour commenter, pour faire en sorte que la vidéo soit référencée au mieux possible, pour liker, ou en tout cas réagir à mon travail. Je rappelle aussi que pour tout ce qui est instructif et éducatif du côté sorcellerie. La plateforme Patreon est ouverte pour ça. Vous allez trouver toute une série de vidéos sur la sorcellerie, chaque mois avec de nouveaux thèmes, donc je vous invite vraiment à aller sur cette plateforme-là si vous souhaitez avoir du contenu supplémentaire et instructif. Enchantée, moi c'est Twig, je crée du contenu autour de la sorcellerie et l'ésotérisme depuis maintenant 5 ans, comme vous pouvez le voir sur mes anciennes vidéos. Je pratique la sorcellerie depuis maintenant beaucoup trop longtemps que pour que je puisse le compter, étant donné que je ne sais pas compter au-dessus de 5. Trêve de plaisanterie, je pratique la sorcellerie depuis 8 ans. Voilà. Et quand j'ai commencé la sorcellerie, il y a pas mal d'erreurs que j'ai pu faire. Il y a pas mal de chemins que je vois la plupart des débutants prendre, ou en tout cas d'idées que en tant que débutant on porte, qui sont parfois tout à fait qu'il faut en fait remettre en question. Il faut dire que ma pratique d'hier n'est absolument pas la même aujourd'hui et ne sera sûrement pas la même que demain non plus. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter 5 grosses croyances que beaucoup d'entre nous partagent quand on débute la sorcellerie et on va un peu débunker tout ça. La première erreur que je vois beaucoup et dont on m'a beaucoup parlé sur Instagram quand j'ai parlé de faire cette vidéo, c'est celle de vouloir tout savoir. Et j'ai une copine qui est venue m'en parler d'ailleurs et c'était hyper intéressant, donc merci beaucoup pour ton partage parce que c'est vrai que je m'étais pas rendu compte que ça pouvait vraiment avoir un impact extrêmement important sur les débuts en sorcellerie et que ça pouvait surtout constituer un blocage énorme. Bon, d'abord, spoiler alerte, tout savoir, c'est pas possible. C'est vrai que quand on débute dans la sorcellerie et l'ésotérisme, et la plupart des influenceurs et influenceuses et zo, parce que maintenant on est clairement là-dessus, vont dire faites vos recherches, faites un maximum de recherches, croisez vos sources, faites vos recherches. Vraiment c'est un truc qu'on nous rabâche à longueur de journée quand on tape débuter la sorcellerie. Un des premiers trucs qui va sortir c'est faites vos recherches. Ok, trop bien, c'est super cool. Mais est-ce que vous avez idée de la vastitude qu'est le domaine de la sorcellerie et de l'ésotérisme par extension? Not that hard, Scott. Tell him, Wash. It's incredibly hard. Hey, anything worth doing is. On ne pourrait pas faire une liste exhaustive de tout ce qui existe dans le domaine. C'est un domaine qui est, je pense, infini. Si vous voulez tout savoir avant de commencer à pratiquer, vous êtes encore là demain. Ou dans 100 ans. Et dans 1000 ans même peut-être. Le gros problème, si vous voulez absolument tout savoir, c'est que vous risquez déjà de vous éparpiller. Parce qu'il y a trop de trucs, ça part vraiment dans tous les sens, c'est une toile qui est immense. Ça va complètement créer la pagaille dans votre cerveau, et en plus de ça, vous risquez vraiment de procrastiner, parce que déjà, il y a énormément trop pour votre pauvre petit cerveau humain. Vous pouvez avoir carrément la flemme, ce qui est compréhensible au vu de la vastitude de ce que c'est. Vous allez, en plus de ça, sûrement créer un sentiment de manque de légitimité, donc c'est-à-dire que vous allez vous dire « Oh non mais je connais pas assez, je sais pas assez bien, et il faut encore que je m'informe sur ça, il faut encore que je croise telle source, et j'ai pas encore trouvé la vérité, il faut encore que je me renseigne absolument. » Non. Vous allez constamment avoir ce sentiment de pas être assez prêt avec ce truc de il faut absolument que je sache un maximum avant de commencer à pratiquer. Non, c'est faux. Oui, il y a des bases à connaître, mais c'est ok de pas tout savoir. Donc à la place de vouloir tout savoir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Cultivez votre curiosité.
Ça, c'est hyper important. C'est vrai que la curiosité dans ce domaine-là va vraiment vous apporter beaucoup. Ne vous éparpillez pas trop. Cultivez votre réflexion et votre spiritualité également. Donc, c'est-à-dire que se poser des questions, réfléchir, c'est bien. Ce qui va être important, ça va être de limiter vos recherches au début. C'est-à-dire que vous allez cerner un ou l'autre sujet de recherche, que vous allez essayer d'approfondir, mais vraiment faites un sujet à la fois. Commencez pas à sauter de la magie des plantes, à la magie des bougies, à la magie des éléments, à la magie de la mer, à la magie du foyer, à la chaos magic, à la magie cérémonielle. Ça va être bordel. Vos recherches, elles vont ressembler à rien du tout. Vraiment, soyez curieux. Regardez ce qui existe et en fonction de ça, sélectionnez les sujets qui vous intéressent. J'ai noté 2-3 petites choses, notamment l'histoire de la sorcellerie et de la magie. Ça peut vous donner des pistes de recherche par rapport à ce qui vous intéresse vous. Tout ce qui va être les procédés de purification et de protection, essayez vraiment de les comprendre au début, on en parlera juste après. Comment réaliser un sort également, ça va être intéressant au début de comprendre les mécanismes qui sont derrière la sorcellerie en fait tout simplement. Donc vraiment faites un tri avec ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. C'est ok de pas raisonner avec tout. Peut-être que la symbolique du tarot va vous parler hyper fort, mais la symbolique des runes, pas du tout. C'est ok. Peut-être que la symbolique des couleurs va vous parler super fort, mais les plantes, pas du tout. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de tout savoir pour commencer. Le plus important, ça va être d'expérimenter. Donc apprenez, expérimentez, prenez note. Faites des erreurs, cassez-vous la gueule, c'est ok. Mais n'attendez pas de tout savoir et d'être assez renseigné, parce que de toute façon, vous ne serez jamais assez renseigné, vous ne saurez jamais tout ce qu'il y a à savoir sur le domaine ésotérique et le domaine de la sorcellerie. Donc lancez-vous. Sinon, comme je disais, ça va vous créer des blocages et dans 100 ans, vous êtes toujours au même stade. La deuxième croyance qui, pour moi, est relativement limitante au niveau de la recherche dans la sorcellerie, c'est penser que les livres sont une source de vérité absolue. Et surtout, les anciens livres sont une source de vérité absolue. Il y a un peu ce culte de l'ancien, cet argument de parce que c'est vieux, c'est forcément plus correct, c'est plus proche de la source. Spoiler alerte, non. Déjà, il faut bien se rendre compte qu'il y a énormément de fantasmés dans les livres, qu'ils soient actuels ou anciens. C'est beau, les traités occultes, les machins, etc. Mais sachez que par exemple dans les vieux grimoires, il y a énormément de vieux grimoires qui en réalité sont des espèces d'essais, de copies, de peut-être un grimoire de sorcellerie, on sait pas. Et qu'en fait au final, c'est juste complètement du fantasmé. Pour ça, si vous voulez aller plus loin sur la critique de source, il y a une vidéo sur le Patreon, donc je vous invite vraiment à aller la voir si vous le souhaitez. À l'heure actuelle, en plus, il y a vraiment un gros effet de mode. Alors c'est cool parce que ça veut dire plus il y a un effet de mode, plus entre guillemets ça va rendre la chose accessible. Sauf que plus c'est accessible, plus c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait mon père. C'est-à-dire que plus il y a de sources, plus il y a de désinformation. Donc plus il y a d'accès, plus il y a d'infos, plus il y a de conneries et de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, monsieur et madame, tout le monde peut vraiment écrire un livre sur la sorcellerie, que ça passera crème, comme une lettre à la poste, ok c'est cool, parce que c'est un objet qui est devenu très marketing, et du coup, ça perd de son sens. D'ailleurs, si vous souhaitez, il y a un podcast très intéressant de Sisterezo sur le sujet. Savoir que historiquement, la sorcellerie, c'est quelque chose qui sort des dogmes. C'est une figure qui dérange. Il y a vraiment une grosse connotation de indompté, qui est un peu tout le contraire de ce qu'est le livre en fait finalement. Donc en fait, il n'y a pas de sainte Bible de la sorcellerie, ça n'existe pas. À la place plutôt, quand vous lisez un livre sur la sorcellerie, essayez plutôt de le remettre dans son contexte historique, ça va être hyper important. Du coup, exercez votre esprit critique, et puis comme d'hab, faites votre propre expérience et prenez des notes, parce que la sorcellerie est expérimentale. Je vous l'avais dit, on y vient. Pour moi, quelque chose qui est important et des mécanismes sur lesquels on met
malheureusement pas encore assez points sur la table, ça va être la compréhension des mécanismes de purification et de protection. Je trouve que c'est des mécanismes qui, ok, on a tous compris que c'était important. M'attrapez pas la veste pour l'ancrage s'il vous plaît, là je parle vraiment de purification et protection. Oui, l'ancrage c'est important, blablabla, mais il y a quand même des mécanismes qui sont pas les mêmes que la purification-protection, qui pour moi sont indissociables et vont ensemble. Mais on a soit tendance, au début en tout cas, à faire trop, ou à faire pas assez. Je m'explique. Donc déjà, l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi ? Parce que la purification sans protection, pareil, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire que vous purifiez, mais à tout moment, n'importe quelle entité, énergie, quoi que ce soit, peut revenir, puisqu'il n'y a aucune protection mise en place. Et protéger sans purifier, ça reviendrait en fait à baigner dans sa propre crasse, ou vous vous enfermez carrément avec des entités pas ouf. Donc pas trop utile quoi. Alors oui, c'est des procédés qui vont être importants pour la prévention, notamment pour éviter des énergies indésirables, aussi pour canaliser votre propre énergie. Quand on parle de sorts et de rituels, ça va être très intéressant de pouvoir canaliser au sein d'un cercle de protection par exemple. Éviter les énergies résiduelles, éviter les vampirismes et éviter des effets indésirables ou des énergies indésirables. Je crois que j'ai déjà dit ça. Ou des présences indésirables. Bref, il y a d'autres vocations, c'est une liste vraiment non exhaustive. Oui, il faut purifier et protéger un minimum. L'intérêt, ça va être de comprendre pourquoi est-ce qu'on purifie et pourquoi est-ce qu'on protège. Ce qui est intéressant, c'est d'installer une routine de purification-protection. Ça va dépendre un peu de votre train de vie, où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous travaillez, quelle personne est-ce que vous fréquentez. Je pense notamment une personne qui va être par exemple infirmière, va sans doute être amenée à rencontrer beaucoup plus d'énergie, de quelque sorte qu'elle soit, qu'une personne qui va travailler de chez elle par exemple. Ça dépend vraiment de votre train de vie, et c'est à vous de voir votre propre besoin. Après, ça sert à rien d'abuser non plus. C'est-à-dire que si... il n'y a pas de risque, j'ai envie de vous dire, à purifier trop. Ça, c'est sûr et certain. À part peut-être devenir un maniaque de l'énergétique. Ne sombrez pas dans la paranoïa à brûler vos bâtons de fumigation tous les 4 matins. Ça sert à rien non plus. Il faut savoir que purifier, protéger, énergétiquement, c'est fatigant pour vous aussi. Gérez-vous correctement aussi. Et par contre, la surprotection, ça va vraiment... parfois créer un environnement complètement hermétique, et c'est-à-dire que vous aurez même plus d'interaction en fait avec l'énergie subtile. Or, dans la sorcellerie, c'est quand même ce qu'on vient chercher un petit peu quand même, c'est cette interaction avec le monde divin, ou monde subtil, ou monde de l'énergie, appelez-le comme vous voulez. Mais l'idée, c'est pas de vivre dans votre œuf, dans votre carapace, et de ne jamais en sortir. À la place, oui, comme je disais, ce qui peut être intéressant, c'est donc de vous créer une routine de purification et de protection. Donc peut-être, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois, ça dépend des moyens que vous mettez en place. Testez différents types de purification et de protection, parce qu'ils vont pas avoir tous les mêmes effets, ils vont pas agir tous de la même manière, ils vont pas perdurer dans le temps de la même manière non plus. Et ce qui va être important aussi, ça va être à ressentir l'énergie et votre besoin. Donc pour ça aussi, je vous renvoie vers le Patreon, c'est les thèmes des 2 prochains mois, purification et puis protection. On va vraiment partir de la pratique concrète. 4e point sur lequel je voulais vraiment rebondir, parce que c'est celui-là en fait qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Sorcellerie n'est pas égal à Wicca. Sachez que moi la première, quand j'ai commencé à faire mes recherches, que j'avais 16-17 ans, les premières choses que j'ai regardées c'était Wicca. Parce que pour moi, sorcellerie égale Wicca. Bon, redéfinissons ça correctement. Sorcellerie, c'est une pratique. Wicca, c'est une religion. Et pratique n'est pas égale à religion. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas le même mot. La sorcellerie, c'est très très vaste. Donc la sorcellerie peut comprendre de la Wicca. La Wicca est forcément en lien avec la sorcellerie, effectivement. Mais l'un est totalement dissociable de l'autre. Enfin, disons que surtout sorcellerie est complètement dissociable de Wicca. Je pense pas que Wicca soit dissociable de sorcellerie. Même si je ne suis pas Wiccan, donc je ne me prononcerai pas trop là-dessus non plus. La Wicca, c'est quoi ? Donc la Wicca, en fait, c'est une religion qui a été popularisée dans les années 50 par Gerald Gardner.
globalement en Angleterre. Donc Gerald Garner, c'est qui? C'est un anthropologue amateur et occultiste et aussi écrivain qui a vécu de 1884 à 1964. C'est quand même une grande figure de la sorcellerie et de l'occultisme, cependant il est quand même assez controversé pour plusieurs raisons. Déjà, le manque de sources. C'est-à-dire que pour être wiccan, normalement, en tout cas la Wicca gardnéenne, nécessite une initiation. Gerald Garner aurait reçu une initiation du coven New Forest Witches, sauf que on n'a aucune preuve de l'existence de ce coven. Il y a eu beaucoup d'inspiration aussi d'Aleister Crowley, qui est lui-même un écrivain occultiste qui est hyper controversé. Ce qui lui est reproché aussi, c'est son côté extrêmement sensationnaliste. C'est-à-dire que dans sa démarche, il y a vraiment une recherche de faire connaître la Wicca, donc il faisait vraiment genre des rituels hyper publics, hyper théâtraux. Donc c'est vrai que ça vient poser un peu question sur sa vraie motivation quant à la pratique de la Wicca. Ce qui est aussi un peu reproché, c'est parfois sa vision légèrement paternaliste de la femme, en tout cas dans ses écrits. Maintenant, voilà, comme je disais, ça reste une figure qui est hyper importante, et il y a tout le contexte aussi historique, et bien sûr qu'aujourd'hui nos croyances et la société dans laquelle nous vivons évoluent, puisque là on parle quand même des années 50, on est 75 ans plus tard, quoi, quand même. Donc la Wicca, en fait, elle possède vraiment ses rituels précis, ses sorts précis, ses croyances précises, donc c'est-à-dire que quand on est Wiccan, on prie le dieu et la déesse. Il y a aussi l'incorporation des sabbats et des esbats. Il y a quand même un côté très néo-païen dans la Wicca. Il y a un grand respect de la nature et des éléments. C'est aussi de là que vient souvent la croyance de il faut pas souffler sur les bougies parce que c'est un affront à l'élément du feu. Il y a aussi la croyance du triple retour. Donc c'est quand même quelque chose où on est très dans faites le bien, on vous le rendra par 3 fois, ok, c'est cool. Dans la tradition, normalement, il y a une copie du livre des ombres de l'initiateur. Et donc en fait, la Wicca ne correspond pas à tout le monde. C'est-à-dire que moi, personnellement, la loi du triple retour, la loi de ne souffle pas sur les bougies, je peux vous dire que quand j'ai une bougie qui crame complètement, je suis bien contente de pouvoir souffler dessus, plutôt que de voir ma maison qui brûle en entier. Effectivement, les dogmes, même si la Wicca n'est pas censée être dogmée, c'est comme ça en tout cas qu'elle se définit, mais il y a quand même des règles assez préétablies qu'il faut respecter, et c'est des règles qui ne correspondent pas à tout le monde, c'est des croyances qui ne correspondent pas à tout le monde. Moi, la figure du dieu et de la déesse ne me parle pas du tout. Du coup, c'est complètement ok de ne pas vous retrouver dans la Wicca. C'est complètement ok d'être sorcière et de ne pas être Wiccan. Il faut savoir aussi qu'il existe plusieurs courants de la Wicca. Donc il y a la Wicca gardnéenne qui a été créée par Gerald Garner dans les années 50. Entre guillemets, Wicca de base. Il y a la Wicca alexandrienne qui est créée par Alexander dans les années 60. Ici, on est sur une Wicca un peu plus flexible, qui est très inspirée de la Kabbale et de l'occultisme occidental. Après, il y a ce qu'on appelle la Wicca éclectique. Là, c'est un peu... c'est une approche plus personnelle, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'initiation, c'est ouvert un peu à tout le monde. Après, on peut aussi citer la Wicca dianique, la Wicca celtique, la Wicca Blue Star, la Wicca des fées, et il y a encore plein d'autres types de Wicca. Donc sentez-vous libre vraiment de vous renseigner sur les différents types de Wicca qui existent, et même les différents types de spiritualité, et de vous rapprocher des courants qui vous correspondent. Mais soyez toujours respectueux et critiques envers ces courants. Moi, dans certains types de Wicca, notamment la Wicca dianique, qui est très centrée sur le culte du féminin sacré, sur le culte de la déesse, moi, de nouveau, c'est un truc, ça me parle pas du tout. Je trouve que c'est parfois même un peu peut-être extrême. Bon, c'est que mon avis personnel, hein, je ne veux absolument offenser personne. Mais moi, perso, ça me parle pas. Donc il y a la Wicca, mais bien sûr, il y a plein d'autres courants spirituels. Vous pouvez vous inspirer des mythologies, vous pouvez vous inspirer du paganisme, du néopaganisme, de plein d'autres religions. Même les religions monothéistes peuvent entrer dans le cadre de vos pratiques. N'hésitez pas vraiment à créer et cultiver votre gnose personnelle et à créer votre propre spiritualité. Et vous pouvez aussi, bien entendu, pratiquer la sorcellerie sans avoir une religion. On en vient à notre dernier point, qui est celui de magie blanche versus magie noire. Ça aussi c'est un truc qu'on voit beaucoup, une croyance en tout cas qu'on a beaucoup au début de notre pratique, c'est que on peut faire une bonne sorcellerie ou une mauvaise sorcellerie. Alors je débunk, la sorcellerie ça va toujours faire bouger les choses. Le principe même de la sorcellerie,
c'est d'avoir un impact. Vos actes sorciers auront toujours un impact positif comme négatif. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On peut pas vraiment parler de bonne ou de mauvaise sorcellerie. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Parce que à la base, la sorcellerie, déjà, c'est complètement 100% connoté négativement. Le mot sorcellerie est une insulte à la base, hein, je tiens à vous le rappeler. Donc franchement, au diable les bonnes mœurs et au diable le patriarcat. D'ailleurs, je tiens à dire que sorcellerie et magie, c'est pas tout à fait la même chose, et pareil, je vous renvoie vers le Patreon pour avoir plus d'infos. Donc, un petit peu d'histoire également. Le terme magie noire, à la base, c'est un terme qui a été créé pour désigner la magie des personnes noires, du coup, donc généralement liée au vaudou. Donc ça a été créé pendant la période de la colonisation. Donc, putain, merde. Et c'est clairement de base un terme raciste, étant donné que magie noire égale mauvais, noir égale mauvais, enfin, c'est chaud quand même. Voilà, surtout que, comme je l'ai dit, magie ou sorcellerie, on a forcément un impact. Et que l'impact sera positif et négatif. Ça va contre le cours des choses, en fait, la sorcellerie. On prend possession du cours des choses. Donc c'est pas naturel. C'est contre nature. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? À la place de vouloir catégoriser votre sorcellerie comme bonne ou mauvaise, essayez plutôt de vous responsabiliser quant à vos actes. Donc c'est-à-dire de prendre conscience de l'impact que ça peut avoir. Évaluez les conséquences également de votre pratique. Et puis surtout, cultivez votre sens de l'éthique et votre esprit critique. Et je tiens à conclure sur le fait que si vous ne souhaitez pas avoir d'impact, ne pratiquez pas la sorcellerie. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai adoré la tournée, par contre c'était long. Très heureuse de vous retrouver sur YouTube. Je vous encourage vivement à partager mon travail, à en parler autour de vous, à le liker, à commenter également pour le référencement. On est une équipe, et puis si l'envie vous en dit, venez sur le Patreon pour des contenus beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus éducatifs. Et ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite.